Nous sommes le mercredi 3 septembre. Voici à la une. Oui, bonjour. Bon, mercredi 3 septembre, bienvenue à cette nouvelle édition de la Une. Mathieu Bellumeur au microphone avec vous. Content de vous retrouver encore ce matin. Merci d'être des nôtres pour commencer cette nouvelle journée. Avec moi déjà à cette heure-ci en studio, Véronique Méran, Julie-Jasmine Boudreau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, il a fait chaud hier, mais particulièrement dans l'ouest du pays. Exactement. On a un nouveau record national pour oui. septembre. La ville de Layton, en Colombie-Britannique, on commence à s'y faire. Hein. C'est toujours là qu'on bat souvent les records. Donc, on a atteint historiquement 40 degrés hier soir. Hier soir? Oui, hier soir. Alors, record national de chaleur pour septembre. Chaleur qui va se poursuivre dans l'ouest et températures plus fraîches qui reviendront dans l'est. Okay. On en reparle. On va faire le tour des prévisions de la météo dans les prochaines minutes. Julie-Jasmine est à mes côtés et on va se parler d'Antigagne à la fin de l'émission un peu plus tard. Oui, C'est-tu bon? Oh, c'est tellement bon. Ça y est. Oh, elle l'a vu les premiers épisodes. J'ai vu, les non deux pas premiers. un, mais deux. Okay. Et les épisodes qui nous ont été présentés, format 1 heure. OK? Ça va être ça la première semaine. Ensuite, on va revenir au format habituel de la quotidienne. J'ai tellement hâte de vous faire entendre des extraits. Ah oui, et ça va remplacer Stat. C'est ça, exact. Qui Stat passe en format 1 heure hebdomadaire. Une fois par semaine. Voilà. Okay. Ah, vous suivez bien. On essaye. Alors, vous allez nous reparler de ça et, en tout cas, vous venez nous donner le goût d'y jeter un œil, certainement. Ça va commencer la semaine prochaine. Ça commence lundi, le 8 septembre. Le 8 septembre. OK. Une autre rentrée. Ah non! Ça finit plus, on rentre encore. Bon. OK, on vous retrouve plus tard à l'émission. Alors, on va bien sûr parler dans la revue de presse de ce qui s'est passé hier à la commission Galant. Gros témoignage de François Legault, de son chef, de son directeur de cabinet également. Et Jean-Philippe Robillard sera avec nous parce que hier, il y a eu une autre grosse nouvelle. C'est terminé. Vous avez sans doute entendu ça. Entre Québec et Nordvolt, Québec a décidé de larguer Nordvolt. Et donc, on va revenir sur ce sujet-là avec Jean-Philippe Robillard parce que déjà, plusieurs réactions donc à venir à l'émission. Pour tout de suite, faisons le tour de ces prévisions de la météo parce qu'on comprend que cette chaleur que l'on a vécue, en tout cas dans l'est du pays, est peut-être encore là aujourd'hui, mais que ça tire à sa fin. Voilà, vendredi, on va changer de cap un peu pour revenir à des températures plus saisonnières autour de 22, 23 degrés. Puis la semaine prochaine, on pense plus à des maximums entre 18 et 21 sur le sud, le centre du Québec. Mais d'ici là, 26, 27 degrés. Encore aujourd'hui, même journée typique qu'hier. Un soleil assez dominant, ça devient un petit peu plus variable en après-midi. L'Estrie, Laurentide, Québec, Outaouais. C'est pas impossible qu'il y ait un petit orage isolé. C'est vraiment dû à l'instabilité de l'air. On aura une nuit autour de 10 à 15 degrés. Demain, jeudi, la tendance sera à l'ennuagement. Il fera encore assez beau vers l'Estrie et Québec. Donc, ça va prendre du temps avant que ça change. Là. On peut qualifier la journée de demain encore d'agréable, 24 à 26, secteur chaud. Les vents seront plus présents, cependant, sud-ouest, 20-40 km/h et les précipitations vont entrer quand même assez tard, fin de journée, début de soirée. Il va pleuvoir surtout dans la nuit de jeudi à vendredi. Et vendredi, ce sera un cas de ciel variable avec encore quelques petites averses dispersées ici et là. Température de l'ordre de 21 à 23 degrés. Déjà, on verra le changement de cap cet après-midi vers l'Abitibi. Ça va commencer à s'ennuager. Les averses arriveront ce soir. Le maximum aujourd'hui, c'est 23. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, on maintient un ciel variable, des températures de 23 à 24 degrés. Probabilité d'averse, risque d'orage, 30 % cet après-midi. Vers la Gaspésie, la Côte-Nord, ciel variable également, température entre 20 et 25. On aura du beau temps encore demain, pas d'averse avant demain soir et ça commencera pour le Saguenay et le Bas-Saint-Laurent demain soir. Ça ira plus tard en Gaspésie et sur la Côte-Nord. Territoire ontarien, on est dedans. Thunder Bay, Sudbury, c'est l'ennuagement. On a quelques précipitations, averses, risque d'orage. Le beau temps demeure encore sur le sud de l'Ontario. Toronto, Windsor, Ottawa, c'est du 24 à 27 degrés aujourd'hui. Ça s'ennuagera tranquillement cet après-midi. Et dans l'ouest, des conditions de chaleur quand même assez importantes. 25-30 degrés du côté de Vancouver sous le soleil. Beaucoup de fumée pour les régions d'Edmonton, Calgary, une bonne partie de l'Alberta. Là, la qualité de l'air en souffre en raison des feux. 28-30 degrés au thermomètre. On observe un petit fléchissement sur le sud de la Saskatchewan, du Manitoba. C'est plus du 14 à 17 degrés aujourd'hui. Tendance au dégagement cet après-midi vers Winnipeg. Plutôt beau à Regina, mais les températures vont remonter de ce côté-là. Alors, plus chaud dans l'ouest, plus frais dans l'est. C'est ce qu'on aura pour les prochains jours. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Olivier Pellerin se joint à nous pour parler sport. Bonjour, Olivier.
Olivier. Bonjour. On surveillait évidemment ce duo avec Leylah Annie Fernandez en double à New York. C'est terminé, donc, depuis hier, en fin de journée. Toute bonne chose avait une fin et ça s'est terminé hier pour Leylah Annie Fernandez et Venus Williams. Ouais. On avait parlé de l'ampleur de la tâche qu'elles avaient devant elles pour leur match d'hier. Le meilleur duo, dans le fond. Le meilleur duo, en fait. La meilleure joueuse en double et la deuxième meilleure joueuse en double qui étaient unies. Elles forment la première tête de série, ce duo, dans le tournoi en double chez les femmes. Et ça a apparu dans le résultat 6-1, 6-2. Une défaite assez cinglante face à Venus Williams et Leylah Annie Fernandez, dont on a beaucoup parlé au cours de ce tournoi. Un nouveau duo qui apprenait à jouer ensemble, qui, dans le cas de Venus Williams, avait connu une pause d'un peu moins de 2 ans. Donc, ça faisait un moment qu'elle était loin des cours, loin des tournois majeurs aussi, d'une invitation tardive dans une préparation qui n'a pas été idéale, mais quand même, qui leur a permis de disposer de 2 têtes de série quand même dans ce tableau du double féminin. Donc, pour les 2 femmes, on le voyait hier, même en conférence de presse, là, c'est mission accomplie. Il n'y a personne qui avait les visages longs après cette journée de travail. Faut dire que je pense qu'on connaissait aussi peut-être l'allure qu'allait prendre la rencontre et surtout Taylor Townsend qui est sur une lancée, a déjà joué aussi avec Leylah Annie Fernandez. Donc, les filles se connaissent, les joueuses se connaissent. Et donc, ça a apparu peut-être dans cette fin de match pour elle. Ce serait intéressant de voir si Venus Williams voudra peut-être reprendre l'activité avec Leylah Annie Fernandez en double dans le futur. Ça, c'est demeuré un peu nébuleux, une intention de jouer, mais est-ce que ça se fera? Reste à voir. Dans le cas de Leylah Annie Fernandez, pour elle, c'est un rêve qui se termine avec ce parcours avec Venus Williams qui aurait été extraordinaire et ça lui a aussi montré à peut-être retrouver le plaisir de jouer. C'est ce qu'elle a dit en regardant Venus Williams. Il y avait beaucoup de sourires, en tout cas, à les voir jouer. On les voyait sourire, même en prenant des pauses sur le bord du court. Ça semblait être un moment agréable. Oui, et apprendre à jouer aussi dans des grands tournois comme ceux-là, à faire face à la pression, apprendre aussi à se nourrir peut-être des commentaires ou des applaudissements de la foule. Même dans le match d'hier, même si elles étaient négligées dans le match, la foule, on les sentait. Là, dès qu'il y avait un point remporté, ils ont été peu nombreux, 3, je le rappelle, mais dès qu'on remportait un point, la foule était là pour les soutenir et ça a fait tout un travail au cours de ce parcours à New York. Donc, vraiment une belle histoire. Une autre belle histoire, c'est celle de Félix Auger-Aliassime qui sera surveillé aujourd'hui. Il joue son match de quart de finale aujourd'hui contre Alex de Minaur. Ça, c'est après le passage de Novak Djokovic et de Carlos Alcaraz, eux, qui ont remporté leur match de quart hier. Donc, reste à voir ce que Félix pourra faire aujourd'hui. C'est un match qui est à sa portée. Il souhaite retrouver les demi-finales après cette demi-finale disputée en 2021. Se dit plus mature, plus en confiance peut-être dans son jeu en ce moment. Donc, on surverra Félix Auger-Aliassime aujourd'hui contre Alex de Minaur. Et il y a aussi Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, qui sera en action aujourd'hui dans son quart de finale face à Lorenzo Musetti. Un duo tout italien. Yannick Sinner qui semble lui aussi en très grande forme à ce tournoi à New York. Donc, ce sera surveillé un peu plus tard aujourd'hui. Un mot sur ce match des Blue Jays hier. Ils ont battu les Reds de Cincinnati. Oui, et ça, c'est encourageant. Surtout, c'est l'attaque qui a mené ce match. Peut-être la petite ombre ou la note négative du match, c'est qu'effectivement, les lanceurs ont peut-être pas fait le travail, mais c'est vraiment les bâtons qui ont résonné pour ceux des Blue Jays de Toronto. Victoire de 12-9 face aux Reds. Et dans la victoire, c'est George Springer qui a ressorti avec 2 coups de circuit frappés. Il y a aussi Bo Bichette et Alejandro Kirk qui ont contribué dans la récolte des leurs. Et donc, au classement, là, il n'y a pas de mouvement là, face aux Red Sox de Boston et aux Yankees de New York. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. On ne perd pas de terrain en cette fin de saison. Donc, bonne nouvelle pour les Blue Jays de Toronto. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Revue de presse à cette heure-ci. D'abord, c'est François Legault qui est sur la une d'à peu près tous les médias francophones, étant donné son témoignage d'hier à la commission Galland sur le fiasco Saclic. Le Journal de Montréal titre « Tout le monde savait ». Sauf Legault, sa clique des ministres et son entourage étaient au courant. Il est question évidemment du résumé de son témoignage dans les pages du Journal de Montréal avec certaines des citations marquantes. Est-ce que j'aurais dû savoir? Peut-on lire? Je pense que oui, à un moment donné. On additionne les avenants et on est rendu à plus de 200 millions de dollars de dépassement. Je pense que j'aurais dû le savoir. On aurait dû m'informer. Ça n'a malheureusement pas été fait. Les ministres auraient pu poser plus de questions. Ça fait partie des citations qui sont retenues par le Journal
Journal de Montréal, qui revient également sur le témoignage qui a suivi celui du premier ministre François Legault. Martin Koskinen, directeur du cabinet du premier ministre. Je n'ai pas allumé, admet le directeur du cabinet du PM. Jamais l'explosion des coûts du projet SACLIC n'a suscité l'intérêt du directeur de cabinet de François Legault, même si son équipe détenait de l'information. Donc, résumé de son témoignage dans le Journal de Montréal. C'est évidemment un témoignage, celui de François Legault hier à SACLIC, qui retient beaucoup l'attention des chroniqueurs. C'est le cas notamment de Mario Dumont, toujours dans les pages du journal. Il écrit que le témoignage n'a pas aggravé la crise politique que traverse la CAQ. Il n'a pas non plus colmaté les fissures apparues dans les témoignages précédents. Donc, essentiellement, l'opinion de Mario Dumont que vous pourrez lire dans le Journal de Montréal de ce matin. La presse aussi fait sa une avec ce témoignage en titrant « On aurait dû m'informer ». Donc, citation du témoignage de François Legault d'hier à la commission Galland. Résumé de son témoignage, bien sûr, dans les pages du quotidien. Ça fait aussi, ça nourrit la chronique de Paul Journet, l'imputabilité comme un boomerang. C'est ce que titre Paul Journet pour présenter finalement son article, sa chronique. François Legault a eu une meilleure journée qu'il pouvait avoir à la commission, mais la victoire était impossible. Il devait jouer la défensive, les dépassements majeurs de coûts. Il les ignorait jusqu'à la fin. Il s'est ainsi défini en victime d'un projet informatique mal conçu et mal géré par les autres. François Legault arrive au début de la fin, écrit Paul Journet. Le véhicule avait commencé à déraper, les roues se défaisaient. Oui, il aurait dû savoir réagir, mais qu'aurait-il pu faire à cet accident qui était déjà en cours? Donc, c'est un témoignage où essentiellement ce qu'on lit dans les pages et dans les chroniques d'opinion, François Legault sort pas tant amoché du témoignage, mais il n'aurait pas pu finalement gagner ou mieux paraître, et il n'est pas plus amoché, mais évidemment, ça reste que son gouvernement est ébranlé par cette commission et par les témoignages de ses ministres et du témoignage du premier ministre. Même chose dans le Devoir, les ministres auraient dû poser plus de questions, titre le quotidien en citant François Legault. Et il est beaucoup question aussi de Nordvolt, et on va y revenir dans les prochaines minutes avec Jean-Philippe Robillard. Québec coupe le courant à Nordvolt. Retour sur la saga en plusieurs dates. Également, on refait le fil des événements, des moments clés, 7 moments clés en une du Devoir de ce matin. Sinon, en une du Globe and Mail, ce qui retient l'attention, c'est l'Alberta qui révise l'arrêté interdisant certains livres dans les bibliothèques scolaires. Vous en avez peut-être entendu parler, la première ministre Danielle Smith qui a annoncé que son gouvernement finalement révisait un arrêté ministériel qui ordonnait aux commissions scolaires d'interdire des livres à contenu sexuellement explicite pour garantir que les classiques restent sur les étagères des bibliothèques. Il y a eu une réaction assez sévère de Margaret Atwood, l'autrice derrière La Servante écarlate. Elle a fait une sortie publique et on comprend que dans le quotidien Globe and Mail, c'est difficilement applicable ou difficilement compris par certaines commissions scolaires en Alberta. Donc, on a décidé de mettre sur pause et de réviser l'arrêté ministériel de certains livres, de ces livres-là, dans les bibliothèques publiques de l'Alberta. Projet Nordvolt, c'était l'autre grosse nouvelle de la journée d'hier, un peu dans l'ombre, évidemment, du témoignage du premier ministre à la commission Galland. Ce devait être le plus important projet industriel de l'histoire de la province. Il est, ce projet, définitivement abandonné. Le gouvernement qui a mis fin à l'entente avec la branche américaine de l'entreprise suédoise qui devait produire des batteries pour les véhicules électriques. Immense projet qui devait voir le jour, je vous le rappelle, au sud de Montréal. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors, le gouvernement Legault va maintenant tenter de récupérer des millions qu'il a prêté à Nordvolt. Il y en a certains, on le sait, c'est disparu, c'est perdu, mais d'autres qui pourraient être récupérés. Oui, mais déjà, le gouvernement sait qu'il a perdu de l'argent dans l'aventure, qu'il ne reverra jamais la couleur de l'argent qu'il a injecté dans la maison mère de Nordvolt en Suède, qui a fait faillite, on le sait, l'hiver dernier. Ça, c'est 270 millions de dollars, Mathieu, que le gouvernement a perdu. La Caisse qui a aussi perdu les 200 millions qu'elle avait investis dans le projet. Donc, au total, pour le Québec, là, c'est un montant de 470 millions de dollars qui est parti d'une certaine façon en fumée. Mais en revanche, le gouvernement Legault a bon espoir, Mathieu, de pouvoir récupérer les 240 millions de dollars qu'il avait prêtés à Nordvolt pour acheter le terrain
terrain là, sur la rive sud de Montréal, l'immense terrain. C'est un montant, selon le gouvernement, qui vaut maintenant... qui vaut 260 millions de dollars. Donc, il y a un 20 millions de dollars de plus d'intérêt qu'il faut ajouter à ce montant-là. Et pour récupérer cette somme-là, bien, le gouvernement va se tourner, entre autres, vers les tribunaux. On écoute la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette. C'est pas la conclusion qu'on avait souhaitée, bien sûr. On est déçus de ça. Les Québécois, assurément, sont déçus de ça. Mais néanmoins, pour ce qui est des investissements, du prêt qui avait été fait, des montants qui avaient été investis pour Nordvolt Amérique du Nord, à savoir 260 millions, on est très confiant de pouvoir récupérer ça parce qu'il y a des actifs qui sont présents et qui sont d'une valeur importante, que ce soit l'argent dans les comptes en banque ou encore la valeur du terrain. Donc ça nous sécurise. Maintenant, pour la maison mère, est-ce qu'il y aurait eu des manières de faire plus sécures à évaluer? C'est difficile à dire maintenant qu'on est quelques années plus tard dans un autre contexte politique, notamment, et géopolitique aussi. Oui, ça avait été annoncé en grande pompe, ce projet-là. L'investissement très important pour le gouvernement. C'est donc un coup dur pour le gouvernement de devoir donc rétro-pédaler et annoncer la fin de ce projet-là. Aussi difficile pour les municipalités où le projet ou l'usine devait être construite. Oui, c'est clair que la déception, elle est vive tant à McMasterville qu'à Saint-Basile-le-Grand, où se trouve le terrain où devait être construite l'usine. En fait, le terrain, Mathieu, qui est immense, là, c'est plusieurs terrains de football, se trouve à cheval entre ces deux villes-là. Donc, deux villes où on rêvait à ce projet, où on rêvait bien sûr aux retombées économiques qui venaient avec et à tous les emplois là, qui auraient été créés. On écoute le maire de McMasterville, Martin Dulac, suivi de deux citoyens. Évidemment, on est déçus de la conclusion de ce projet-là. On aurait souhaité un dénouement qui était différent. Donc, des emplois de qualité qui nous étaient promis, des retombées fiscales importantes pour les municipalités. Je trouve que c'est allé trop vite. Ils ont bypassé le BAP en plus. Beaucoup d'argent pour les contribuables qui s'en vont aux poubelles. Alors, c'est donc la fin de ce projet fort de la filière batterie pour véhicules électriques au Québec. Mais ce qu'on nous dit au gouvernement, c'est que la filière batterie existe toujours, fonctionne toujours, crée de l'emploi, génère des retombées économiques. Et je vous rappelle, quand vous parliez là, d'un projet important, effectivement, c'est un projet de près de 3 milliards de dollars où le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec donc injectaient des fonds et qui devaient créer à terme, nous disait-on, 3 000 emplois. Là. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Les nouvelles culturelles maintenant avec Julie-Jasmine Boudreau. Vous avez vu, donc, vous nous le disiez au début de l'émission, les 2 premiers épisodes de la nouvelle quotidienne de Radio-Canada qui remplace Stat. Voilà. Ça s'appelle Anti-Gang. On comprend que ça se passe dans le milieu policier. Exactement. Et je suis hyper emballée par cette nouvelle émission, cette nouvelle quotidienne. Escouade Anti-Gang, on s'entend ici, c'est une équipe de policiers qui enquêtent sur des organisations criminelles. Et dans la première scène, en fait, ça commence comme ça, les toutes premières secondes. C'est un SWAT qui est en opération. L'escouade intervient dans un appartement. On pense, en tout cas, on a tout fait pour se douter qu'il y avait 300 kilos de cocaïne. Mais quand on arrive, l'appart est vide. Alors, la cache est totalement vide. Et là, on rentre au bureau, la mine basse, et on assiste au débrief. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Ben là, on a 300 kilos de poudre qui se promènent en ville et qui cherchent des nez. Tu sais, si on les avait saisis, c'était 300 kilos de poudre de moins dans la rue, là. On l'a échappé, ça arrive. L'autoflagellation, le grand, ça suffit. Bon, ben allez dehors, puis posez vos questions. La dope, c'est une affaire, là. Moi, c'est pas ça qui m'inquiète. On t'écoute? Ils savaient qu'on s'en venait. Y a-tu quelqu'un qui leur a dit? Oui, donc bris de confiance, de l'information qui vient peut-être de l'intérieur. C'est la dynamique qui est donc entre les enquêteurs. Exactement. Leur quotidien, leur réflexion, leur technique d'enquête, ils vont à la pêche des fois auprès des malfrats, vont bluffer aussi. On voit tout ça. On voit aussi, je dirais, la dimension du crime organisé, c'est-à-dire du haut au bas de l'échelle. Ceux qui sont au bas, qui sont parfois plus fins finaux, qui vont briser des règles d'or, comme par exemple diffuser de l'information sur les policiers. On parle de leur vie privée ici. Et ça fera vraiment partie du tout premier épisode. Ça tourne autour de ça, entre autres. Et là, la police fédérale s'en mêle et ça roule très, très vite. À grand coup de rebondissement, moi, je vous le dis, cramponnez-vous. 2 épisodes, 2 morts déjà. Pas compliqué.
Ça part fort. Oui, ça part fort. Et il y a l'autrice, c'est Nadine Bismuth, qui a signé, entre autres, Un nid familial, Indéfendable la première saison, collabore avec Luc Dionne. Donc, on sent ça un peu, là, tu sais, de District 31 puis d'Omerta, là, des histoires très serrées. Et une chance, il nous organise la compréhension assez rapidement. Avec une espèce d'organigramme, on comprend c'est qui Poulain, on comprend c'est qui Goulet, puis ça aide beaucoup parce qu'au début, les noms, on a de la difficulté à se saisir puis à comprendre. Puis moi, je dirais plaisir renouvelé parce qu'une équipe qui se taquine, parce que bien sûr, oui, il y a de la criminalité, il y a des coups de fusil, il y a tout ça, c'est difficile, c'est des milieux qui sont quand même très prenants visuellement. Là, on le voit, bien sûr, il y a du sang, mais le fait qu'il y ait une équipe qui se taquine, qui se tire la pipe, à laquelle on s'attache assez rapidement, ça marche vraiment tempête. Je dirais que Patrice Robitaille est pour beaucoup. C'est le leader du groupe, qui a un humour assez ironique. Puis on sent aussi qu'ils ont eu du plaisir à faire cette série-là. Je vais vous faire écouter Patrice Robitaille et Vincent Gratton. Là, pas trop qu'ils m'entendent. C'est le fun à faire. Parce que le bandit ne veut pas nécessairement parler toujours. Alors, il faut que... Fait que des fois, il faut que tu le travailles pour que finalement, à un moment donné, il passe un peu aux aveux. Intéressant. Ça commence lundi de la semaine prochaine, Anti-Gang, sur ICI Télé. Il y a été beaucoup question, est-ce qu'il y a une chanson de l'été? Est-ce que ça existe encore, les chansons de l'été? Oui. Ben, le magazine Billboard, lui, a dévoilé sa chanson de l'été. Oui, c'est Ordinary d'Alex Warren. La voici, la voilà. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground. We'll be sanctuary. Shadow me with your touch. Oh Lord, return me to dust. Est-ce que Billboard explique son choix? Oui, en fait, cette chanson-là a passé 10 semaines au Hot 100, donc palmarès américain, bien sûr, mais ça reste contesté, comme vous le disiez, parce qu'il y a des changements d'habitude d'écoute, puis il y a différentes plateformes aussi qui offrent leurs propositions. Allez voir le texte de Daniel Blanchette-Pelletier sur notre section art, il nous explique tout ça, il y a même un musicologue qui intervient, c'est super intéressant, vous pouvez même voter pour la vôtre si celle-là fait pas votre affaire. Entre-temps, si vous l'avez manqué à Oshiaga, Alex Warren, 24 ans, pop folk. Il sera au City Folk d'Ottawa le 10 septembre prochain. C'est tout proche, donc la semaine prochaine. OK. Merci beaucoup, Julie Jasmine. T'en prie. Bonne journée. Alex Warren, donc, selon Billboard, la chanson de l'été. Ce qu'on va surveiller aujourd'hui, il y a cette retraite du cabinet Carney, le premier ministre Mark Carney, qui est dans la région de Toronto pour, dit-on, un forum de planification du cabinet. Donc, ce sera à suivre. Nos collègues de la colline du Parlement à Ottawa seront sur place pour nous. Il y a la suite, bien sûr, de la commission SACLIC. Aujourd'hui, on va entendre celui qui était le fonctionnaire, si vous voulez, numéro 1 au Québec. Et il semble que son témoignage sera assez long, probablement une bonne partie, sinon toute la journée. Vos équipes du matin prennent le relais. Bonne journée.